Bonjour à tous ceux qui prennent le temps de m'écouter. Je m'appelle Léa, et ce que je m'apprête à partager avec vous, c'est une partie de mon cœur, une histoire qui a commencé bien avant que je ne le réalise. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours cru en la puissance des petits gestes, de ces étincelles de gentillesse et d'amour qui, même insignifiantes en apparence, peuvent illuminer une vie entière. Pour moi, le véritable bonheur réside dans ces connexions invisibles qui nous lient les uns aux autres, dans ces moments fugaces où l'on ressent une profonde appartenance. Je me souviens d'un après-midi d'hiver, j'avais peut-être 6 ans. J'étais tombé malade, et ma grand-mère, avec ses mains ridées mais si douces, m'avait préparé une tisane à la camomille. Elle n'avait rien dit d'extraordinaire, mais elle était restée assise à mon chevet, me caressant les cheveux en silence, son regard rempli d'une tendresse infinie. Ce n'était qu'une tisane, un simple geste, mais la chaleur de sa main sur mon front et la quiétude de sa présence ont imprimé en moi la conviction que l'amour familial est le plus grand des remèdes, le plus précieux des trésors. C'est cette mémoire, parmi tant d'autres, qui a forgé ma vision du monde, un monde où chaque lien compte, où chaque effort pour se connecter est une victoire précieuse. Avec les années, la vie nous a tous emportés dans des directions différentes. Les appels se sont espacés, les visites se sont raréfiées. Ce fil invisible, autrefois si solide, me semblait s'effilocher à chaque nouvelle année. Mon cœur de 6 ans, toujours attaché à l'idée de cette chaleur partagée, souffrait de cette distance qui s'installait. C'est alors que j'ai eu un rêve, un désir ardent qui brûlait en moi, celui de rassembler ma famille. Je voulais recréer cette bulle de tendresse, retrouver les rires partagés, les souvenirs enfouis et surtout, renforcer ces liens qui me sont si chers. J'ai imaginé un projet fou, une réunion familiale dans notre vieille maison de campagne, celle de ma grand-mère, là où tant de nos souvenirs communs étaient nés. J'ai mis toute mon âme dans l'organisation de ce rassemblement. Des semaines et des mois de préparation. J'ai passé des nuits entières à dresser des listes, à concocter des menus qui plairaient à tous, à planifier des activités qui réveilleraient l'enfant chacun, des plus jeunes aux plus âgés. J'ai fouillé dans de vieilles boîtes pour retrouver des photos d'enfance, des jeux de société oubliés. Chaque email envoyé, chaque appel passé était imprégné de mon excitation et d'un amour immense. Je visualisais déjà les retrouvailles, les étreintes chaleureuses, les éclats de rire qui résonneraient à nouveau dans ces murs chargés d'histoire. Mon espoir était que ce week-end ne soit pas qu'une simple parenthèse joyeuse, mais le début d'un nouveau chapitre pour nous tous, un chapitre où nous serions plus proches, plus unis que jamais. Bien sûr, la réalité est parfois plus complexe que les rêves les plus doux. Certaines réponses ont tardé, d'autres étaient un peu moins enthousiastes que je ne l'aurais imaginé. J'ai senti une légère résistance, une sorte d'inertie face à mon élan. Mais je n'ai pas laissé ces petites ombres ternir ma détermination. Je me suis dit que c'était normal, que la vie moderne nous rendait tous un peu plus isolés, plus occupés. Ma conviction restait inébranlable. Une fois réunis, la magie opérerait et les cœurs s'ouvriraient à nouveau. J'étais tellement certaine que ce projet était le bon, le seul moyen de raviver la flamme de notre famille. Si cette histoire, si ce sentiment de vouloir rapprocher les vôtres, résonne en vous, alors je vous invite du fond du cœur à me soutenir. Un simple pouce levé serait une immense preuve d'encouragement et me donnerait la force de continuer à partager. Et si vous souhaitez découvrir la suite de ce récit, cette aventure émotionnelle où chaque étape est une découverte, abonnez-vous à la chaîne. Restez avec moi, et ensemble, nous traverserons les joies, les doutes et les révélations de ce chemin familial. Le parfum de lavande que j'avais choisi pour les serviettes, la douce musique que je m'étais imaginé mettre en fond lors de nos dîners, les petites attentions que j'avais préparées pour chacun. Tout cela avait rempli mes premiers jours d'un optimisme presque enfantin. Je me voyais déjà rire autour de la table, partager des confidences sur le canapé, reconstruire ce que la vie avait brisé. Mais ce doux rêve, je l'ai vu se fissurer, jour après jour, sous mes yeux. Au début, ce n'était que de petites choses, des détails si minces que j'ai d'abord cru à ma propre paranoïa. J'essayais de lancer des idées pour des sorties en famille, des après-midi jeux de société, des dîners thématiques. Et si on allait visiter ce petit village dont je vous ai parlé? Ou j'ai trouvé une recette de dessert que ma mère adorait, on pourrait la faire ensemble ce week-end. Les réponses étaient invariablement vagues, un « oh, oui », peut-être distrait, ou un changement de sujet abrupt. On me parlait de la météo, des nouvelles du quartier, de tout sauf de mes propositions. Puis, les signes sont devenus plus clairs, plus douloureux. J'entendais des bribes de conversation, des rires étouffés venant de la cuisine ou du salon. On se retrouve chez Marc samedi soir? Sans la petite, bien sûr. Ou, j'ai déjà réservé pour le déjeuner de dimanche, juste nous trois. La petite, c'était moi. Les nous trois, c'était mon frère, ma sœur et leurs conjoints respectifs, ou parfois juste deux. Jamais moi. La première fois que j'ai surpris une de ces conversations, j'ai senti mon cœur se serrer, une sensation de froid qui m'a traversé jusqu'aux os.
J'ai fait semblant de ne rien entendre, de ne rien remarquer, mais la douleur était là, lancinante. Le plus difficile, c'était cette forme de sarcasme voilé. Quand je proposais d'aider pour le dîner, ma sœur souriait avec une légère moue. « Oh, ne te fatigue pas autant, on sait que tu es très occupé avec tes projets. » Les projets, c'était ma tentative de créer des liens, de préparer l'ambiance, de décorer la maison. Mon frère, lui, riait d'un air moqueur quand je parlais de mes efforts pour organiser un album photo de famille. « Tu prends ça vraiment au sérieux, hein? On dirait que tu prépares un mariage. » Leurs mots, prononcés avec une légèreté feinte, me transperçaient. Ils ne voyaient pas l'amour que je mettais dans chaque geste, seulement une sorte d'excès ridicule. Je me sentais de plus en plus invisible, comme un fantôme dans ma propre maison. La tristesse montait, une vague lente et inéluctable. Je la repoussais, me répétant que c'était peut-être moi qui interprétais mal, que j'étais trop sensible. Mais au fond, une question lancinante commençait à me ronger. Suis-je si peu de choses à leurs yeux? Mon effort est-il si dérisoire, si inutile? Le doute s'insinuait, érodant la confiance que j'avais mise dans ce nouveau départ. J'avais tellement cru que la lettre de maman était une chance de nous retrouver. Mais peut-être m'étais-je trompé? Peut-être avais-je commis l'erreur de croire que notre famille pouvait encore être unie. Une solitude amère s'installait en moi, pesante, annonciatrice d'une douleur plus grande encore. Le silence dans la maison était devenu une entité à part entière, un mur invisible qui s'épaississait entre eux et moi. Chaque jour qui passait, je sentais mon cœur se serrer un peu plus, mais une petite flamme têtue persistait en moi, l'espoir idiot que tout n'était qu'un malentendu, une phase étrange qui finirait par passer. Je m'accrochais à l'idée qu'ils finiraient par m'inviter, par me dire que bien sûr, je faisais partie de leur projet pour le Sud. Après tout, nous étions une famille, et cette maison était la mienne, notre foyer. Ce matin-là, un besoin irrépressible de m'ancrer dans quelque chose de concret m'a poussé vers la cuisine. Je cherchais une tasse spécifique, celle que ma mère m'avait offerte, comme pour y puiser un peu de sa force, de sa présence rassurante. Alors que je passais devant la porte du salon, laissée entr'ouverte, des voix m'ont arrêté net. Ce n'étaient pas des chuchotements, non, c'étaient des rires légers, des tonalités détendues que je n'avais plus entendues depuis des semaines dans cette maison, surtout pas en ma présence. C'était la voix de mon mari, puis celle de ma belle-mère, suivie de mon beau-père. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Tu imagines si elle avait insisté pour venir? A lancé ma belle-mère, un soulagement palpable dans sa voix. On aurait dû tout supporter, ces questions, ces silences. Mon mari a ri, un rire qui m'a transpercé le cœur comme un couteau. Oui, c'est vrai. Au moins, là, on sera tranquille. On pourra profiter de nos vacances, sans stress. Mon beau-père a ajouté, avec une pointe de moquerie, elle ne s'en est même pas doutée. Elle est vraiment naïve. Les mots sont tombés sur moi, lourds, froids, chacun d'eux une pierre dans mon estomac. Leurs rires ont repris, légers, insouciants, tandis que mon monde s'écroulait. Mon cœur a plongé dans ma poitrine, une chute libre vertigineuse. C'était comme si l'air avait été aspiré de mes poumons. Je n'ai pas bougé, figé par l'horreur de ce que je venais d'entendre. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai dû les serrer l'une contre l'autre. Non, c'était une erreur. Ils ne parlaient pas de moi. Ils ne pouvaient pas. Mon esprit a lutté désespérément, cherchant une autre explication, une autre personne à qui ces mots pourraient s'adresser. Mais la clarté cruelle de leur voix, la mention explicite de moi, la joie non dissimulée de mon absence, il n'y avait pas d'échappatoire. Une sueur froide a perlé sur ma nuque. Les larmes ont piqué mes yeux, menaçant de déborder, mais je les ai retenues avec une force désespérée. Je ne voulais pas qu'ils m'entendent, qu'ils sachent que j'avais découvert leur trahison. Je me suis reculé lentement, pas après pas, le cœur battant à tout rompre, le souffle court. J'ai regagné ma chambre comme une ombre, refermant la porte derrière moi avec une douceur qui contrastait violemment avec le fracas de mon âme. Assise sur le bord du lit, les mains enfouies dans mes cheveux, j'ai laissé le silence de la pièce engloutir le bruit de mon espoir brisé. La petite flamme s'était éteinte. Il ne restait plus que les cendres froides d'une trahison insondable. Le silence de la pièce était assourdissant, brisé seulement par le battement furieux de mon propre cœur. La lettre, froissée, gisait à mes pieds comme un serpent mort. Pendant un instant, un long, interminable instant, je n'ai rien senti d'autre qu'un vide abyssal, une chute libre dans le néant. Le sol semblait se dérober sous moi, l'air manquait à mes poumons. C'était la fin d'un monde, la destruction de toutes les certitudes. Mais au plus profond de cette dévastation, au lieu de m'anéantir, quelque chose d'inattendu a commencé à se former. Une lueur, infime d'abord, puis de plus en plus insistante. J'ai fermé les yeux, forçant mes poumons à se remplir, à se vider encore et encore. L'air frais,
inspiré profondément, a commencé à dissiper le brouillard écrasant. Les tremblements dans mes mains se sont apaisés, mon rythme cardiaque a ralenti, pas à pas. La douleur était toujours là, une brûlure sourde, mais elle ne m'envahissait plus. Une froideur s'est installée, une clarté glaciale qui a balayé le chaos. C'était comme si mon esprit, après avoir été noyé, avait refait surface, plus aiguisé que jamais. Les larmes, qui avaient menacé de me submerger, se sont figées. Elles n'avaient plus leur place ici, dans ce nouvel espace de moi-même. C'est là, dans ce calme étrange et inattendu, que la décision s'est imposée, une vérité inébranlable gravée dans mon âme. Je n'allais plus supplier. Plus jamais je ne mendirais un amour, une attention, une reconnaissance qui m'avait été si cruellement refusée. La dignité, ce mot qui avait failli s'effacer de mon vocabulaire, s'est levée, majestueuse. J'allais me relever, me reconstruire, non pas pour eux, mais pour moi. Sans demander la permission, sans expliquer, sans justifier. La colère n'était pas mon moteur, non. C'était une détermination pure, une force tranquille qui s'enracinait profondément en moi. Mon esprit, jadis submergé par la peine, est devenu un architecte silencieux. Les premières esquisses de mon avenir ont commencé à prendre forme. Premièrement, la logistique. Je devais reprendre le contrôle total de mes finances, vérifier chaque compte, chaque document. Assurer mes arrières était primordial. Ensuite, le logement. Il était impensable de rester sous le même toit. Je commencerai mes recherches discrètement, en explorant toutes les options. Et enfin, le voyage. Ce voyage que nous avions prévu, cette ultime mascarade, serait la première chose à annuler. Non pas avec éclat, mais avec une simple notification, froide et factuelle. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir briser. Mon départ ne serait pas une fuite éperdue, mais une retraite stratégique, menée avec une élégance que je ne savais pas posséder. Chaque petite décision que je prenais, même si elle n'était encore qu'une pensée silencieuse, ancrait un peu plus cette nouvelle moi. Chaque souffle qui remplissait mes poumons était une affirmation de ma souveraineté retrouvée. Ce n'était pas de la fureur qui montait en moi, mais une puissance contenue, une résilience qui avait survécu à l'impensable. Le monde extérieur était toujours le même, mais mon monde intérieur avait basculé. Le silence autour de moi n'était plus vide, il était rempli des murmures de mes plans à venir. Une transformation silencieuse avait eu lieu, une mue douloureuse mais nécessaire. Le calme avant la tempête, oui, mais une tempête que je ne subirais plus. Une tempête que j'allais orchestrer, pas à pas, avec une précision chirurgicale. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, et c'était précisément là que résidait ma nouvelle force. Le lendemain, le silence qui habitait ma maison n'était plus celui de l'épuisement, mais celui d'une détermination nouvelle. Chaque geste était empreint d'une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. La première chose fut le voyage. Ce séjour familial que j'avais minutieusement organisé, payé dans ses moindres détails, et dont le seul souvenir m'avait naguère accablé, devint ma première cible. Sans un mot, sans une hésitation, je me suis connecté à l'ordinateur. Les clics de la souris résonnaient dans le calme matinal, chacun d'eux un pas vers ma liberté. Annuler les billets d'avion. Annuler les réservations d'hôtel. Le processus fut étonnamment simple, presque froid, comme si je débranchais une machine qui avait cessé de servir son but. Le message de confirmation d'annulation apparut à l'écran, un soulagement silencieux qui se répandit dans mes veines. C'était la première brique retirée du mur qu'il pensait inébranlable. Puis, avec la même précision chirurgicale, je me suis plongé dans les papiers. Les documents bancaires, les relevés de compte que je n'avais fait qu'effleurer, les actes de propriété, tout ce qui traçait les contours de ma vie financière et légale. Je les ai examinés avec une attention nouvelle, celle d'une stratège. J'ai pris des photos discrètes de certains, noté des numéros de compte, des coordonnées d'agences bancaires. Chaque information était une pièce du puzzle que je m'apprêtais à assembler. Il n'y avait pas de précipitation, pas de panique, juste une méthodique collecte de données, comme si je préparais un dossier pour un client dont la cause m'était indifférente, mais dont la victoire était essentielle. Mes affaires personnelles suivirent. Pas de valise grandiose, pas de déballage ostentatoire. Juste un petit sac de sport, rangé au fond d'un placard, destiné à contenir l'essentiel vital. Quelques vêtements, mes bijoux les plus précieux, le carnet de ma mère, et les quelques documents que je savais devoir emporter. Je séparais mes livres des leurs, mes quelques bibelots sentimentaux de ceux qui décoraient la maison entière. Chaque objet était déplacé avec une intention, une conscience de son futur emplacement, loin de ce décor qui avait longtemps été le mien. C'était un désengagement progressif, un retrait silencieux de ma présence physique de leur espace. Pendant que je travaillais ainsi, le reste de la maison s'éveillait. J'entendais les rires de mes enfants, les pas lourds de mon mari,
le bruit des céréales dans les bols. Ils planifiaient leur journée, leurs discussions s'échappaient des murs, remplies d'une légèreté et d'une insouciance qui me paraissaient soudainement étrangères. Ils étaient là, vivants, présents, mais leur réalité était déjà en train de se fragmenter sous mes mains, sans qu'ils ne perçoivent le moindre craquement. Je ressentais une paix profonde, une sorte de puissance tranquille. Il n'y avait ni haine, ni colère, seulement la satisfaction sereine de reprendre les rênes, chaque action un pas de plus vers un horizon que je dessinais désormais moi-même. Le silence de mes gestes contrastait avec le tumulte de leur quotidien, et dans ce contraste, je trouvais ma force. Les jours qui suivirent mes décisions furent étranges, empreints d'une quiétude trompeuse. J'avais agi dans le silence des nuits, avec une précision presque chirurgicale, et le monde autour de moi semblait n'avoir rien remarqué. C'était la période d'incubation, la courte attente avant que les premières graines que j'avais semées ne germent et ne percent la surface. Je savais que l'impact ne tarderait pas. Le premier signe visible fut l'annulation du voyage familial, cette escapade à laquelle j'avais tant résisté et qui était devenue le symbole de mon enfermement. C'est mon père qui l'a découvert, un matin où il tentait de confirmer les détails du vol. J'étais dans la cuisine, préparant un thé, et j'ai entendu son cri de frustration depuis le bureau. Non pas un cri de colère, mais de pure incompréhension. C'est annulé. Tout est annulé. Sa voix portait une confusion si profonde qu'elle en était presque comique. Ma sœur, Léa, est arrivée en courant, le visage encore froissé par le sommeil. Annulé? Mais comment ça? Par qui? Mon père marmonnait, le téléphone à l'oreille, tentant de joindre l'agence de voyage, mais il était trop tard. Les frais étaient perdus, les réservations annulées, la trace de notre projet de vacances effacée. Leur surprise était palpable, leur agacement grandissait à chaque tentative infructueuse de comprendre ce qui s'était passé. Ils cherchaient un coupable externe, une erreur du système, une arnaque peut-être. Leurs regards se croisaient, puis glissaient vers moi, furtivement, mais ils ne pouvaient pas concevoir que *je* soit à l'origine d'un tel acte. J'étais la discrète, la soumise, celle qui râlait en silence mais finissait toujours par céder. Je les observais, un calme étrange m'habitait. Ce n'était pas de la satisfaction triomphante, plutôt une sérénité froide, le sentiment d'un travail bien fait qui commençait enfin à porter ses fruits. Puis, les petites choses ont commencé à disparaître. Mon frère, Thomas, cherchait son chargeur de téléphone, qu'il avait l'habitude d'emprunter sans demander. Il ne le trouvait plus dans le salon. Ma mère a remarqué que mes livres, qui occupaient une étagère entière dans le couloir, n'étaient plus là. Mais quelques bibelots personnels, autrefois éparpillés dans les espaces communs, avaient disparu. C'étaient des détails infimes pour eux, des absences qu'ils attribuaient à un rangement impromptu ou à des objets égarés. « Tu n'aurais pas vu mon chargeur ?» demandait Thomas. « Non, répondais-je, ma voix neutre, mon regard vide de toute culpabilité. Je les regardais chercher, tourner en rond, leur frustration grandir face à ces énigmes mineures. Leur conversation tournait autour de ces mystères. C'est étrange, quand même, pour le voyage. Et où sont passés tes bouquins? Ils n'associaient pas encore ces événements les uns aux autres, pas de manière consciente du moins. Mais une tension subtile s'installait, une légère fissure dans la façade de leur routine. Leur voix était un peu plus tendue, leur front légèrement plissé. J'étais là, au milieu d'eux, invisible et pourtant l'architecte de ce désordre naissant. Je sentais leur confusion, et cela ne me faisait ni chaud ni froid. C'était le début. Le rideau venait de se lever sur le premier acte de ma nouvelle pièce. Et je savais que la véritable confrontation, le moment où ils comprendraient l'étendue de mes actions, n'était plus qu'une question de temps. L'air autour de nous commençait à vibrer d'une électricité nouvelle, annonciatrice de l'orage. Leur effondrement, devant mes yeux, fut à la fois spectaculaire et étonnamment silencieux, du moins dans mon esprit. Les cris, les pleurs, les reproches qui avaient suivi la révélation s'étaient estompés, remplacés par une sorte de stupeur. Ils s'étaient dispersés, puis, comme attirés par une force invisible, ils avaient commencé à graviter autour de moi, leurs visages marqués par la panique et l'incompréhension. Ma sœur, les yeux rougis, fut la première à s'approcher. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» murmura-t-elle, sa voix brisée par une émotion qui me semblait étrangère. Ce n'était pas la douleur de leur trahison qui l'animait, mais la peur de leur propre chute. Son regard cherchait en moi une once de l'ancienne compassion, une brèche dans ma forteresse. Mon père, d'ordinaire si arrogant, avait les épaules voûtées. Il tenta une approche plus insidieuse. « Nous sommes une famille, après tout. Les liens du sang. C'est une erreur que nous pouvons réparer, n'est-ce pas ?» Sa main chercha la mienne, un geste qu'il n'avait jamais fait avec sincérité auparavant. C'était un appel désespéré à la normalité qu'il avait lui-même détruite. Ma mère, enfin, celle qui m'avait donné cette lettre et ce fardeau,
gardait une distance, ses yeux évitant les miens, mais son silence hurlait son propre désarroi. Elle semblait s'être recroquevillée sur elle-même, incapable de masquer la détresse derrière son masque habituel de supériorité. Leurs mots, leurs supplications, leurs tentatives de culpabilisation rebondissaient sur moi sans laisser de traces. C'était comme regarder une pièce de théâtre dont je connaissais déjà la fin, et dont les acteurs, soudainement dénués de leurs costumes, révélaient une fragilité pathétique. Je ne ressentais aucune culpabilité, aucune once de remords pour les conséquences de mes actes. Comment aurais-je pu? Ce n'était pas moi qui avais trahi, pas moi qui avais menti, pas moi qui avais volé. J'étais simplement celle qui avait mis fin à la mascarade, celle qui avait allumé la lumière dans l'obscurité qu'ils avaient eux-mêmes créée. Pour la première fois de ma vie, j'étais la maîtresse de la situation. Leurs regards suppliants, leurs voix implorantes, leurs gestes désespérés n'avaient aucun pouvoir sur moi. J'étais forte, inébranlable. La peur, l'angoisse, le besoin d'approbation qui m'avait si longtemps ligoté avait disparu, remplacé par une certitude tranquille. Je n'étais plus la petite fille cherchant l'amour de sa famille, mais une femme qui avait trouvé son propre chemin, sa propre dignité. Je les regardais, un par un. Mes yeux ne contenaient ni haine ni colère, seulement une clarté froide. J'ouvris la bouche, non pas pour débattre, non pas pour me justifier, mais pour tracer une ligne infranchissable. « Il n'y a rien à réparer », dis-je, ma voix calme et ferme, sans une once d'hésitation. Ce qui est fait, et ce qui était, n'est plus. Je ne leur laissais pas le temps de répliquer, de tenter une nouvelle manœuvre. Je me détournais lentement, ma démarche assurée. Chaque pas était une affirmation de ma nouvelle liberté, un adieu silencieux à un passé qui ne m'appartenait plus. Il y avait peut-être une pointe de tristesse pour ce que nous aurions pu être, une famille unie par l'amour et la confiance. Mais cette tristesse était infime, écrasée par la joie immense de ma propre libération. Je ne regrettais rien. Le chemin devant moi était clair, et pour la première fois, il était le mien, et le mien seulement. Le silence. C'était la première chose que je remarquais chaque matin, et c'était le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Non pas un silence vide, mais un silence plein de potentiel, de ma propre respiration calme et du doux réveil de la maison autour de moi. Fini les réveils en sursaut, le stress latent avant même que mes pieds ne touchent le sol. Désormais, je me levais quand mon corps le décidait, souvent avec les premiers rayons de soleil, non par obligation, mais par un désir simple de commencer ma journée. Astérisque ma astérisque journée. Je prenais mon café sur le balcon, écoutant les oiseaux, sentant l'air frais sur ma peau. Chaque gorgée était une affirmation silencieuse. Ceci est à moi. Le temps m'appartenait. Ma maison, que j'avais si longtemps habitée comme une extension de la vie des autres, devenait mon sanctuaire. J'ai commencé par des gestes simples. Organiser un placard, ranger une étagère, laver les rideaux. Chaque tâche, si anodine soit-elle, était une victoire. Ce n'était pas seulement du nettoyage. C'était un acte de réappropriation, une façon de me dire que j'étais digne d'un espace propre, beau et ordonné, créé pour mon propre bien-être. Je cuisinais des repas simples et savoureux, non plus en fonction des goûts ou des exigences de quiconque, mais selon mes envies. Des légumes frais, des herbes aromatiques, le plaisir de sentir les arômes remplir ma cuisine. Manger seul, en pleine conscience, savourant chaque bouchée, était un luxe que je n'avais jamais vraiment connu. Mes promenades quotidiennes dans le parc voisin sont devenues un rituel. Je ne marchais plus pour fuir, mais pour me connecter. Je remarquais les couleurs des feuilles, la texture de l'écorce des arbres, le rire des enfants au loin. Mon corps, autrefois lourd de tension, retrouvait une légèreté inattendue. Mon esprit aussi s'éclaircissait. Les pensées obsessionnelles du passé s'estompaient, remplacées par une gratitude immense. Je ne ressentais aucune amertume, aucune nostalgie pour ce que j'avais laissé derrière moi. Seulement une profonde reconnaissance d'avoir eu le courage de me libérer. La peur de la solitude s'était évaporée, remplacée par une compagnie tranquille avec moi-même. J'apprenais à me connaître à nouveau, à écouter mes propres besoins, mes propres désirs. Je relisais des livres que j'aimais, découvrais de nouvelles musiques, peignais un peu, juste pour le plaisir de la couleur sur la toile. Chaque soir, avant de m'endormir, je repensais à ma journée. Non pas pour l'analyser ou la juger, mais pour apprécier la somme de ces petites victoires, de ces choix autonomes. Je me sentais ancrée, forte et surtout libre. Cette liberté n'était pas bruyante ou exubérante. Elle était douce et profonde, une certitude tranquille que j'étais enfin sur le bon chemin, celui que j'avais tracé pour moi-même, sans permission ni approbation. Le chemin de ma propre dignité retrouvée. Le calme apaisant qui s'était installé en moi n'était pas un vide, mais un espace, vaste et lumineux, prêt à être rempli. Après des mois passés à panser mes plaies invisibles et à reconstruire les fondations de ma vie, j'ai réalisé que la survie n'était plus mon unique horizon.
Une curiosité nouvelle, une soif douce et persistante de découvrir ce que le monde pouvait encore m'offrir, avait commencé à frémir en moi. Ce n'était plus une question de comment vais-je survivre, mais de comment vais-je vivre pleinement. J'ai commencé par de petites choses, des élans du cœur que j'avais longtemps ignorés. J'ai redécouvert le plaisir de mes mains dans la terre, transformant un coin de mon jardin en un refuge luxuriant. Chaque graine plantée, chaque feuille qui se déployait, était une métaphore vivante de ma propre renaissance. Je passais des heures à observer les bourgeons, à sentir la terre humide et à cueillir des herbes aromatiques pour mes repas. Cette connexion simple et brute avec la nature m'ancrait dans le présent, loin des échos du passé. Puis, je me suis aventuré vers une passion endormie, la poterie. Modelant l'argile, sentant sa résistance sous mes doigts, j'ai appris la patience et la beauté de l'imperfection. Chaque pièce, unique et imparfaite, était une célébration de la création, une extension de mon âme qui retrouvait ses couleurs. Ces nouvelles activités m'ont naturellement mené vers d'autres personnes. Des rencontres fortuites dans des ateliers, des échanges authentiques autour d'intérêts partagés. Fini les relations toxiques et les amitiés basées sur la pitié ou le besoin. Ce que je cherchais désormais, c'était la légèreté, la joie simple d'une conversation, le rire partagé sans arrière-pensée. J'ai noué des liens avec des femmes inspirantes, dont la force et la bienveillance résonnaient avec la mienne. Nous partagions des dîners improvisés, des balades en forêt, des discussions profondes et légères à la fois. Ces amitiés saines étaient comme des bouffées d'air frais, confirmant que ma capacité à aimer et à être aimé, de manière pure et désintéressée, était intacte. Ma perception de moi-même avait elle aussi subi une transformation radicale. Je ne me définissais plus par ce que j'avais traversé, ni par la douleur que j'avais surmontée. Ces expériences faisaient partie de mon histoire, oui, mais elles n'étaient plus le chapitre principal. Je me voyais comme une femme entière, vibrante, pleine de ressources insoupçonnées. J'étais capable de construire, de créer, de rêver. Le futur n'était plus un chemin incertain et effrayant, mais une toile blanche que je pouvais peindre avec les couleurs de mon choix. J'ai même commencé à envisager une reconversion professionnelle, quelque chose qui allierait ma créativité et mon désir de contribuer au bien-être, peut-être en enseignant la poterie ou en créant des objets uniques. L'idée de bâtir une entreprise à mon image, lente, authentique, remplie de sens, me remplissait d'une douce excitation. Ma vie était devenue plus riche, plus libre et infiniment plus significative que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Chaque matin, le simple fait de me réveiller avec un cœur léger et un esprit clair était un triomphe silencieux, une promesse renouvelée de bonheur. Aujourd'hui, le silence qui m'entoure n'est plus un vide assourdissant, mais une douce mélodie de paix retrouvée. Il y a encore quelques années, j'étais une autre femme. Une femme qui portait le poids de non-dits, d'ombre familiale et d'une quête incessante de sens. Je me souviens de cette jeune femme, si souvent figée par l'incertitude, le cœur lourd d'une tristesse inexpliquée, naviguant à vue sans boussole intérieure. Elle cherchait des réponses partout, sauf là où elle se trouvait vraiment, en elle-même et dans cette lettre que ma mère m'avait tendue sur son lit d'hôpital, ultime message d'amour et de vérité. Les défis que j'ai dû affronter depuis l'ouverture de cette lettre ont été immenses. Chaque révélation, chaque secret dévoilé, a été une secousse sismique qui a ébranlé les fondations de ma perception du monde et de ma propre histoire. Il a fallu un courage que je ne me soupçonnais pas posséder pour regarder ces vérités en face, pour dénouer les fils complexes du passé, pour pardonner, non seulement aux autres, mais surtout à moi-même. Chaque larme versée, chaque nuit de réflexion profonde, n'a pas été un signe de faiblesse, mais la preuve d'une force intérieure qui se révélait, pierre après pierre, pour construire la femme que je suis aujourd'hui. Et cette femme, elle est emplie d'une gratitude immense. Il n'y a plus de place pour le ressentiment, ni pour la moindre trace d'amertume. La tristesse liée au départ de ma mère s'est transformée en une mélancolie douce, celle qui accompagne le souvenir précieux d'un être cher qui m'a offert le plus grand des cadeaux, la liberté. La liberté d'être moi, d'aimer sans peur, de vivre pleinement. Je suis fier du chemin parcouru, des cicatrices qui sont devenues mes plus belles leçons, et de la résilience que j'ai découverte en moi. Chaque épreuve a été une étape nécessaire pour me mener à cet état de paix intérieure, à cette acceptation sereine de mon histoire. Mon cœur est désormais grand ouvert, prêt à accueillir tout ce que la vie a à m'offrir. Mes rêves ne sont plus des murmures craintifs, mais des chants joyeux qui résonnent avec l'infini des possibles. Je ne cherche plus à contrôler l'avenir, mais à l'embrasser avec curiosité et excitation. Je sais que mon histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue, riche de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes. Chaque jour est une invitation à grandir, à aimer, à partager. Je me sens enfin libre, renaissante et profondément connectée à mon essence. Cette histoire est celle de ma transformation,
mais aussi celle de l'espoir que chacun peut trouver sa propre lumière, même dans les moments les plus sombres. Si mon parcours a pu résonner en vous, si ces mots vous ont touché et vous ont apporté un peu de réconfort ou d'inspiration, un simple pouce levé serait un merveilleux signe de soutien. Pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et continuer à partager ces moments d'authenticité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si le cœur vous en dit de soutenir plus concrètement la création de ces récits, la fonction Super Thanks est là pour ceux qui souhaitent contribuer à faire vivre cette communauté. Merci d'avoir été là, merci pour tout.